Salut, deuxième session du module Premier pas. Avec ce tronc commun, en quelques heures à peine, tu acquiers les connaissances de base pour entreprendre ton apprentissage sur mesure du Bitcoin. Alors aujourd'hui, je te livre des clés de compréhension essentielles du contexte dans lequel Bitcoin fait irruption, parce qu'en effet, pour comprendre l'importance des technologies capables de changer le cours de la société, comme l'imprimerie, l'automobile ou l'électricité, il faut en saisir le contexte. Il faut comprendre l'époque. Même chose pour Bitcoin. La découverte de Satoshi Nakamoto, elle prend tout son sens à la lumière du contexte actuel. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui autour de nous ? Clairement, on vit une période de crise majeure. Notre monde est en mutation totale et nos institutions, elles sont à bout de souffle. Elles doivent se réinventer. Alors, tu vois, on va structurer la session d'aujourd'hui autour de 5 idées phares qui se trouvent résumées ici dans la liste des points clés de la page à laquelle tu peux accéder en cliquant sur ce petit bouton. Tu vois, Bitcoin, c'est une découverte révolutionnaire qui survient à un moment très particulier. C'est pas la fin de l'histoire, comme on a voulu nous le faire croire. Bien au contraire, toutes ces crises mondiales qui se multiplient sous nos yeux nous forcent à reconsidérer bon nombre de théories qui décrivent la marche cyclique du monde. Parce que oui, on se trouve à la fin d'un long cycle d'endettement, et puis aussi on est engagé dans ce qu'on appelle un 4e tournant, l'aube d'un nouvel ordre. Et tout cela survient alors que nous entrons dans l'ère numérique, une ère caractérisée entre autres par l'essor du cyberespace, de la cryptographie, de la décentralisation, mais aussi de l'émergence de forces hyper déflationnistes. Cette ère numérique, elle bouleverse profondément les rapports de pouvoir. Enfin, en prenant suffisamment de recul, on constate qu'historiquement, l'État a franchement abusé du contrôle de la monnaie. Cette technologie de base, qui par essence est apolitique. Donc voici les idées qu'on va aborder maintenant. Compte 10 à 20 minutes pour les étudier sur le site, selon si tu développes ou non les paragraphes. Allez, on y va. Première idée phare, donc, c'est pas la fin de l'histoire. On a longtemps caressé l'idée d'une convergence harmonieuse de toutes les nations vers un gouvernement mondial pacifique. Faut le reconnaître, on s'est lourdement planté et on n'est pas sorti de l'auberge. Dans les faits, on nous a enseigné que nous avions atteint la fin de l'histoire, que la fin de la guerre froide marquait une victoire idéologique définitive de la démocratie et du libéralisme sur leurs alternatives politiques et économiques. Voilà près de 30 ans en fait que cette idée imprègne la culture occidentale. Programmes éducatifs, analyses d'experts, discours politiques, on nous a bercés dans cette illusion d'un concert des nations convergeant inévitablement vers un même idéal de société. Et les peuples occidentaux ainsi mystifiés ont cheminé assez insouciants vers la promesse d'un monde globalisé, riche et paisible. Le gros problème, c'est que ce faisant, on a cédé sans grande résistance des pans entiers de notre souveraineté politique, économique, énergétique, culturelle et militaire. Voilà, sauf que la violence du contexte actuel, elle met brutalement fin à cette illusion collective. Toutes ces crises qui éclatent à l'échelle planétaire soulignent les vulnérabilités du système, la fragilité des relations internationales garantes de la cohésion de l'ensemble. Le mythe bisounours d'un monde sorti de l'histoire vient de voler en éclats. Et la vérité, c'est qu'on n'a jamais quitté l'histoire. Nos sociétés sont loin d'être immunisées contre les vecteurs qui, à répétition dans l'histoire, les ont poussés à de profondes remises en question ou à leur effondrement. Alors, si ça t'intrigue, si tu veux approfondir cette question, clique sur le petit bouton « En savoir plus », tu trouveras une page qui développe ce thème. Tu pourras y écouter l'excellent speech d'Alexandre Stachenko à Surfing Bitcoin 2022 qui traite précisément de ce sujet. En passant, je te recommande son excellente introduction au Bitcoin coécrit avec Claire Balva. Tu le retrouves sous l'onglet « Ressources », livres, introduction et guide
pratique. Ok, donc premier point, c'est pas la fin de l'histoire, c'est plutôt la fin de l'histoire. Et cette réalisation, un réveil un peu violent, c'est un point de bascule qui nous intime d'explorer les motifs récurrents dans l'histoire, d'étudier toutes ces théories qui décrivent une marche cyclique du monde. Parce que, oui, la situation que nous vivons, les cycles l'avaient prédit. Et ça, c'est la deuxième grande idée de cette session. Plus exactement, on a toute une série de théories populaires parmi les bitcoiners qui décrivent les cycles économiques, socioculturels et politiques. Et certaines d'entre elles avaient prédit avec exactitude des tendances et des phénomènes actuels majeurs. Et donc elles sont assez convaincantes, elles nous apportent de nouvelles perspectives, il ne faut pas les écarter. Même si, soyons clairs, ces théories, elles comptent leurs détracteurs. Ici, on va leur reprocher un manque de rigueur scientifique. Ici, des biais idéologiques. Là, des imprécisions historiques, etc. Ça reste des théories. Ça reste des outils perfectibles. Mais ce sont des outils dont la puissance prédictive sur les 10 dernières années est indéniable et donc elles méritent au moins qu'on les considère comme des hypothèses de travail sérieuses. Voilà, je t'en donne ici un aperçu. La première théorie qui nous situe à la fin d'un long cycle d'endettement, elle a été largement popularisée par le célèbre milliardaire et analyste financier Ray Dalio. En 2022, dans son livre « L'ordre mondial en mutation », il examine les grands cycles économiques et politiques. Il décrit la crise du Covid comme le déclencheur d'une récession économique mondiale d'une ampleur inédite. Et pour lui, cette crise était largement prévisible, logique en fait, au vu de la phase finale du long cycle d'endettement dans laquelle nous nous trouvons. Dalio, il explique que typiquement de tels cycles se concluent par une dévaluation de la monnaie par les banques centrales qui impriment de l'argent frais à tout va. Ça perturbe toute l'économie et à terme, les monnaies de réserve s'effondrent pour laisser place à un nouvel ordre monétaire et financier. Ray Dalio note que les pays occidentaux, et notamment les USA, ont atteint un tel niveau d'endettement qu'une remise à zéro, un reset du système monétaire, est désormais inévitable. Alors, on voit bien que cette partition est en train de se jouer. Ici, on est témoin d'un niveau d'impression monétaire record aux USA et en Europe, justifié par la crise du Covid, la guerre en Ukraine, une impression monétaire et un endettement qui résultent aussi d'une hystérisation politique autour d'un prétendu chaos climatique imminent. Et là, on observe l'inflation galopante partout. L'hégémonie contestée du dollar, la concertation des BRICS autour d'une monnaie alternative adossée à des matières premières, sur du concret. Bref, la conclusion du cycle bat son plein conformément au scénario de Dalio. Et dans ce contexte, la question à 32 000 milliards de dollars qui se pose pour les États-Unis, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette dette qui ne cesse de gonfler ? Est-ce qu'il faut provoquer une cure d'austérité prolongée ? Est-ce qu'il faut relancer la croissance mondiale ? Est-ce qu'il faut annuler la dette, la dévaluer ? Est-ce qu'on va augmenter les impôts ? Un choix cornélien pour un personnel politique obnubilé par la prochaine élection et juste soucieux de se débarrasser de cette maudite patate chaude. Pour ceux qui gouvernent, la tentation de différer ce moment de vérité est irrésistible. Donc, on imprime plus de monnaie, quoi qu'il en coûte. On l'a vu tout à l'heure, la création monétaire effrénée, qui est la principale cause de l'inflation, va permettre de réduire le taux d'endettement de l'État au prix de la destruction de l'épargne et du pouvoir d'achat d'une population prise en otage. Donc, pour activer ce scénario morbide, il faut des prétextes, de bons prétextes à même de convaincre la population par la peur ou par la culpabilité, du bien fondé d'un sacrifice collectif. Quoi de mieux que des crises dramatisées et surmédiatiser la perspective du chaos pour nous faire relativiser nos petites pertes économiques et déporter notre attention bien loin des véritables enjeux monétaires, budgétaires. Si tu veux en savoir plus sur ces théories des cycles économiques, de cycles d'endettement, clique sur
en savoir plus, ça va te mener à une page du parcours personnalisé où tu auras accès à une super vidéo explicative de Dalio, un texte et un podcast énorme de Murray Rothbard et un cours Découvre Bitcoin de Théo Mogenet. La deuxième théorie des cycles que je veux te présenter ici, elle est exposée dans The Fourth Turning, une analyse qui date de 1997 et qui conjugue histoire, sciences politiques, sociologie, démographie et philosophie. Pour t'en donner un petit aperçu, il y a cette animation très parlante qui t'en communique la substance. Les temps difficiles façonnent des hommes forts, les hommes forts créent des temps heureux, les temps heureux produisent des hommes faibles, et les hommes faibles créent des temps difficiles. Cette théorie définit des cycles générationnels de 80 à 100 ans, découpés en 4 saisons ou 4 tournants. Une phase d'ivresse, suivie d'un éveil, puis d'un dénouement, et qui mène à une crise. Et là, on se trouve, depuis la crise financière mondiale de 2008, dans le 4e et dernier tournant d'un cycle tragique né à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'individualisme et le collectivisme vont s'affronter à nouveau, plus tant pour le contrôle des moyens de production, mais cette fois-ci sur le terrain culturel. Ce que les auteurs du Fourth Turning, Howe et Strauss, soulignent aussi, c'est que lors d'un 4e tournant, la tentation du totalitarisme est forte. Ces pulsions totalitaires, eh bien on les voit déjà s'exprimer là où on les pensait éteintes à jamais. Cette théorie, elle est assez fascinante et tu peux en savoir plus en suivant le lien qui t'amènera à une page largement dédiée à cette analyse. On enchaîne maintenant avec une autre thèse, celle du Sovereign Individual. Elle examine l'évolution des civilisations sur un temps beaucoup plus long et elle décrit l'avènement de l'ère numérique comme la plus importante transition sociétale advenue depuis des siècles. L'ère de l'information est en fait la dernière itération d'une série de mutations qui ont conduit l'humanité des temps immémoriaux de la chasse et de la cueillette à l'ère agricole, puis à l'ère industrielle. Donc l'ouvrage a été publié en 1999 et il aborde les notions de propriété individuelle et d'indépendance de l'individu vis-à-vis de l'État dans un contexte de déclin des États-nations. Le bouquin est visionnaire. The Sovereign Individual prédit la découverte des crypto-monnaies. Dale Davidson et Rees Mogg, les auteurs de l'ouvrage, anticipent une contestation croissante de l'État-nation par de nouvelles souverainetés capables d'assurer la protection plus efficacement et moins cher. Le succès de l'État-nation s'étant en effet appuyé avant tout sur sa capacité supérieure à extraire des richesses de ses citoyens et à mobiliser des ressources pour mener des guerres à grandes échelles. Mais ce que les auteurs soulignent, c'est que dans le cyberespace, ce nouveau domaine économique, les citoyens disposent de moyens extrêmement puissants pour protéger leurs propriétés, faisant de l'extorsion légale une entreprise beaucoup plus compliquée. Et Bitcoin en est l'illustration, une monnaie sans permission, résistante à la censure et à la confiscation. Donc, tu peux également cliquer sur le petit bouton « En savoir plus » pour approfondir cette théorie. Tu auras notamment accès à 2 vidéos super instructives adoptant des perspectives de bitcoiners autour de cette théorie. Technologie et économie maintenant. Voici une citation d'Isaac Asimov, maître de la science-fiction. La société évolue toujours, mais le rythme de ce changement n'a fait que s'accélérer, entre autres parce que le changement est cumulatif. Et la révolution industrielle en a accéléré le rythme à tel point qu'il est devenu perceptible par la population. Les gens ont réalisé que non seulement les choses changent, mais qu'elles vont continuer à le faire après leur mort. Et il ajoute, c'est à cette époque que la science-fiction est apparue comme genre littéraire. Alors clairement, la réalité a rattrapé la science-fiction. Les progrès dans la robotique et l'intelligence artificielle sont fulgurants, dépassant l'entendement.
Et on comprend désormais ce que progrès technologique exponentiel sous-entend. La bonne nouvelle, a priori, c'est que les technologies en général et les technologies numériques a fortiori sont une force déflationniste. Elles font baisser le prix des biens et des services. Le problème, c'est la tension croissante entre cette force déflationniste d'une part, inévitable, exponentielle, et puis d'autre part les politiques monétaires inflationnistes que les États nous imposent pour continuer à s'endetter. Le système va bientôt exploser et il va falloir le remplacer. Ça, c'est la thèse de Jeff Booth dans Le Prix de demain. Il reprend l'analyse de Dalio et il nous présente les alternatives dont dispose le gouvernement. Poursuivre l'impression monétaire à un rythme accéléré et s'enliser dans un scénario type République de Weimar qui anéantirait l'épargne des citoyens, profiter d'un krach déflationniste entraînant l'effondrement du système bancaire et l'arrêt brutal de la consommation, ou, et c'est la nouvelle option providentielle, adopter Bitcoin pour enjamber les crises associées aux deux premiers scénarios. Sa rareté extrême offre une protection contre l'inflation et Bitcoin est une alternative indépendante, totalement fonctionnelle au système monétaire mondial actuel. Donc creuse un peu plus la question ici en appuyant sur ce bouton si tu veux. Il y a notamment 2 vidéos fort instructives sur cette thèse de Jeff Booth avec des points de vue de Bitcoiners. Qui est toujours à propos des technologies, donc The Sovereign Individual souligne, on l'a évoqué tout à l'heure, l'importance du progrès technologique sur les équilibres de pouvoir, et ça se joue plutôt sur le temps long, au fil des siècles, mais on peut aussi mesurer la cyclicité du progrès technologique et de son influence économique sur un temps beaucoup plus court. Et c'est ce que les cycles de Kondratiev, du nom de l'économie soviétique du début du XXe siècle, suggèrent. Des phénomènes qui se répètent comme des vagues de 40, 60 ans. À l'origine, on a une innovation radicale ou une révolution industrielle qui entraîne un cycle vertueux d'investissement. Donc l'innovation déclenche une phase de croissance soutenue, de long terme, qui sera suivie d'une période de dépression. Nous, là, pour info, on sort à peine du creux de la dernière vague. On a touché le fond lors de la crise financière de 2007-2009. Et il est fort probable que Bitcoin, l'intelligence artificielle et, sait-on, les supraconducteurs jouent un rôle majeur dans le déclenchement du prochain cycle de croissance. Donc, plus d'informations là-dessus, ici, en cliquant sur le petit bouton. Alors, que doit-on retenir de toutes ces théories ? Eh bien, toutes ces analyses, en fait, elles nous prédisent un effondrement imminent du système et la succession ininterrompue de crises en tout genre en est en fait la manifestation. Bitcoin a été conçu pour apporter une solution à ces crises prévisibles et pour prospérer dans de telles circonstances. Il y a un dernier point de contexte à aborder. Il s'agit d'une question pressante qui va en fait pas mal conditionner la liberté avec laquelle tu vas pouvoir examiner Bitcoin. Et donc là, je te demande toute ton attention. Comprendre Bitcoin nécessite de poser un regard critique sur la gestion de la monnaie, gestion publique de la monnaie. C'est loin d'être évident pour tout le monde. Il se peut que tu rejettes cette démarche et ses conclusions. Et donc, ça va impacter ta motivation à poursuivre cette découverte. Je préfère autant que tu sois prévenu. Il faut se poser les questions suivantes. Quelle est la justification du contrôle de la monnaie par l'État ? Qu'est-ce que l'histoire nous apprend à ce sujet ? Et pour quelles raisons ce monopole devrait-il durer éternellement ? Les pistes de réponse que je te suggère d'explorer plus en détail sur le site sont les suivantes. Premièrement, la monnaie est un phénomène émergent. Ça veut dire que la monnaie, elle est apparue et elle s'est développée spontanément, tout simplement parce que le troc avait ses limites à dépasser et que la monnaie, elle s'est perfectionnée au fil des âges. C'est pas une création du gouvernement, c'est le libre marché qui a sélectionné le meilleur bien monétaire
qui a fait qu'on a choisi les métaux précieux puis qu'on a convergé vers l'or. Mais maintenant, c'est plus le cas. Le choix de la monnaie, c'est devenu un processus vertical, descendant. Ça nous est imposé par nos gouvernements. Deuxièmement, par essence, la monnaie est apolitique. Sa politisation, ça s'est fait peu à peu en s'appuyant sur des prétextes fallacieux. Et les conséquences de ce processus, elles ont été désastreuses, puisqu'en effet, et là c'est le troisième point, les États ont largement abusé du contrôle de la monnaie pour financer leurs politiques coûteuses, leurs guerres interminables. Et aujourd'hui encore, les crises réelles ou imaginaires justifient une impression monétaire effrénée, au point que les banques centrales s'automissionnent de sauver la planète et s'apprêtent à injecter des montants astronomiques dans l'économie, diluant par là même l'épargne des citoyens pour contrer un péril climatique toujours plus imminent. Cette politisation de la monnaie, elle semble précipiter une régression civilisationnelle sur le plan politique, économique et culturel. Le mécanisme naturel de fixation des prix est brouillé et l'État, peu à peu, prend le contrôle de la société, envahissant tous les recoins de notre sphère privée. Voilà, le constat, il est douloureux, il est difficile à intégrer, je suis d'accord, c'est violent, et pourtant c'est un constat absolument implacable qui s'impose à nous, un peu partout dans le monde. Donc, il faudra pour certains faire le deuil d'une confiance inconditionnelle à l'État, sans doute lui reconnaître une faillibilité toute naturelle, pas surprenante du tout, en fait inhérente à toute institution humaine, et puis accepter la réalité de son bilan catastrophique en matière de gestion monétaire. On peut débattre des motivations, des circonstances atténuantes, etc. Mais il faut ouvrir les yeux. On dispose aujourd'hui, avec Bitcoin, d'une vraie solution, une alternative sérieuse, une opportunité tout à fait historique de dépolitiser la monnaie pour le bien de tous. Donc creuse un peu et puis fais-toi ton opinion. Cette réflexion lumineuse, en fait, je la dois à Yorick de Montbine, un bitcoiner que je te conseille vivement de suivre. Il est commissaire à la Cour aux comptes. Il sait de quoi il parle lorsqu'il s'exprime sur la gestion de la monnaie par l'État. Écoute donc le speech remarquable qu'il a donné à Surfing Bitcoin en 2022. On va terminer cette session par une série de citations exceptionnelles. La première citation, délicieuse et percutante à la fois, on la doit à Thomas Sowell, économiste hors pair de l'école de Chicago, professeur, chroniqueur politique américain et auteur de plus de 45 livres, dont plusieurs best-sellers. Je cite: « La première leçon de l'économie est la rareté. Il n'y a jamais assez d'une chose donnée pour satisfaire pleinement tous ceux qui la veulent. La première leçon de la politique est de ne pas tenir compte de la première leçon de l'économie. » Je crois que ça peut s'appliquer largement à la monnaie. La deuxième citation, elle nous vient du prix Nobel d'économie, Milton Friedman, souvent considéré comme l'un des plus grands économistes du XXe siècle. L'inflation est la seule forme d'imposition qui peut être imposée sans législation. Et puis là, on a Ron Paul, homme politique américain, membre du Parti républicain et partisan du libertarisme, qui accable la Fed, ce système qui fait la pluie et le beau temps sur la finance mondiale. Le système de la réserve fédérale n'est rien de plus que de la contrefaçon légale. Enfin, on a cette citation incontournable de Friedrich Hayek, prix Nobel d'économie, autre figure majeure de la pensée politique et économique du XXe siècle, citation stupéfiante du fait de son caractère profondément visionnaire. Je ne crois pas au retour d'une monnaie saine tant que nous n'aurons pas retiré la monnaie des mains de l'État. Nous ne pouvons pas le faire violemment. Tout ce que nous pouvons faire, c'est par quelques moyens indirects et rusés, introduire quelque chose qu'il ne peut pas stopper. Et pour conclure, retrouvons Milton Friedman qui, en 1999, constatant la portée de l'Internet et de son impact décentralisateur, anticipait l'avènement d'une monnaie électronique
permettant des paiements anonymes de pair à pair. So that I think that the internet is going to be one of the major forces for reducing the role of government. The one thing that's missing, but that will soon be developed, is a reliable e-cash, a method whereby on the internet you can transfer funds from A to B without A knowing B or B knowing A. Voilà qui conclut cette deuxième session du module tronc commun premier pas. Tu disposes de clés utiles pour comprendre le contexte dans lequel Bitcoin s'inscrit. On vit une période charnière, le déclin annoncé d'un modèle de société qui précède une nouvelle donne, un nouvel ordre institutionnel et monétaire. Donc les partisans du Bitcoin voient cette technologie providentielle jouer un rôle absolument décisif dans cette transition pour libérer un potentiel humain jusqu'à présent atrophié par des politiques monétaires totalement contre-productives. Merci à toi. Ciao.